Bienvenue, aujourd'hui on se lance dans une sorte d'enquête intellectuelle. Oui, c'est vraiment ça. Imaginez un détective face à trois scènes de crime qui, à première vue, n'ont rien à voir. Mhm. D'un côté, un Big Bang beaucoup trop bien rangé. De l'autre, une particule quantique qui fait n'importe quoi dès qu'on la regarde. Et le troisième? Et le troisième, c'est le mystère de notre propre conscience. Et notre détective du jour, le physicien Roger Penrose, il a une thèse un peu folle. Le même coupable est derrière tout ça. Et notre dossier d'enquête, c'est son livre The Large, the Small and the Human Mind. C'est un recueil de ses conférences. Mais ce qui est génial, C'est qu'il y a les contre-interrogatoires. exactement, et pas par n'importe qui. On a les philosophes Abner Shimoni et Nancy Cartwright, et surtout son collègue, le grand Stephen Hawking. Notre mission, alors, c'est de suivre Penrose pas à pas dans son raisonnement, de décortiquer sa vision. On va explorer ces trois mondes, le cosmos, le quantique. Et voir comment il essaye de tout relier à notre esprit. C'est ça. Alors accrochez-vous parce que certains concepts, franchement, ils bousculent pas mal nos intuitions. Pour commencer, Penrose nous demande de faire un petit détour, un peu philosophique. D'accord. Avant même de parler physique, il pose une idée fondamentale pour lui. Il dit que le monde physique, celui qu'on peut toucher, ce n'est que l'ombre d'un monde plus parfait, un monde platonicien, de vérité mathématique pure. D'accord. Alors décortiquons ça. Ça veut dire que les maths, elles ne font pas que décrire l'univers. Non, il va beaucoup plus loin. Il dit que l'univers, il émerge de ces lois mathématiques. C'est comme si le code source de la réalité, en fait, était écrit en maths. C'est la pierre angulaire de toute sa pensée, c'est de là qu'il part. D'accord. Et avec cette conviction, il s'attaque au monde à grande échelle avec l'outil le plus puissant qu'on ait, la relativité générale d'Einstein. Bien sûr. L'idée clé, on la connaît plus ou moins, c'est que la gravité n'est pas une force, c'est une courbure de l'espace-temps. Et Penrose nous rafraîchit la mémoire avec le principe d'équivalence. Ah oui, l'histoire de l'ascenseur en chute libre en flotte, et la gravité semble avoir disparu. C'est ça. Mais attends, c'est là que ça me trouble toujours un peu. Si la gravité peut disparaître juste en tombant, qu'est-ce que c'est au fond? Qu'est-ce qu'on ressent vraiment? Excellente question, et c'est le cœur du sujet pour lui. Penrose explique que ce qu'on ne peut pas éliminer, c'est l'effet de marée. Imagine un astronaute, et autour de lui, une sphère de petites particules. En orbite autour de la Terre, cette sphère, elle va se déformer. Ah oui, elle s'étire. Voilà. Elle est étirée dans un sens et compressée dans l'autre. Ça, c'est la manifestation pure de la courbure de l'espace-temps. C'est ce qu'ils appellent la courbure de Weyl. C'est la partie de la gravité que tu ne peux jamais, jamais annuler. C'est la vraie signature de la gravité en quelque sorte. C'est exactement ça. Et ce qui est fou avec la théorie d'Einstein, c'est sa précision. Stupéfiante est le mot, je crois. Les observations d'un pulsar binaire, le PSR 1913 plus 16, ont confirmé les prédictions d'Einstein avec une exactitude de 1 partie pour 10 puissance 14. C'est inimaginable. Pour donner une idée, c'est comme mesurer la distance Paris-New York avec une marge d'erreur plus fine qu'un cheveu. C'est ce niveau de certitude qui rend les mystères qui restent, comme le Big Bang, si exaspérants. Et on y arrive. Premier mystère de l'enquête Cosmos, le Big Bang. On a tous cette image d'une explosion, un truc chaotique. Ouais. Mais la physique, elle, nous dit autre chose. La deuxième loi de la thermodynamique, elle dit que le désordre, l'entropie, ça ne fait qu'augmenter avec le temps. Le verre qui se brise et qui ne se réassemble jamais. Exactement. Et donc, logiquement, si on remonte le temps, l'univers devait être de plus en plus ordonné. Et à son tout début, il devait être dans un état d'ordre incroyable. Et c'est là le point central de Penrose pour la cosmologie. C'est son point central. Il dit que cet ordre extrême, il s'explique par une seule condition, que, au moment du Big Bang, cette fameuse courbure de Weyl, la source du désordre, devait être quasiment nulle. Donc, le Big Bang, c'était pas du tout une explosion chaotique. Non. C'était un événement d'une précision chirurgicale. Exactement. C'est son hypothèse de la courbure de Weyl. Pour que notre univers existe tel qu'on le connaît, les conditions de départ ont dû être ajustées avec une précision de 1 sur 10 à la puissance 123. C'est un nombre qui n'a aucun sens. Aucun. On pourrait même pas l'écrire en mettant un zéro sur chaque particule de l'univers. Penrose utilise une image, un créateur qui, pour faire notre univers, aurait dû viser un point minuscule dans un espace de possibilités quasi infini. Voilà notre premier indice. Alors, un univers qui démarre dans un état d'ordre quasi divin. Et c'est fascinant parce qu'on retrouve un écho de cette idée dans l'autre grand casse-tête, le monde quantique.
On passe à la deuxième scène de crime. Penrose parle d'une schizophrénie en physique. Pour les planètes, on a la physique classique, belle, déterministe. Et pour les atomes, on a la mécanique quantique, bizarre, probabiliste. Deux jeux de lois qui ne se parlent pas. Et pourtant, le quantique est partout. Sans lui, pas de laser, pas d'ordinateur. Les atomes ne seraient même pas stables. Voilà, mais ces bases sont déroutantes. L'expérience des fentes de Young, c'est l'exemple parfait. Alors, j'essaie de résumer. On envoie un photon vers un mur avec deux fentes. Si une seule fente est ouverte, il passe, il atterrit sur un écran. Logique. Jusque-là, tout va bien. Mais si les deux fentes sont ouvertes, là, il peut se comporter de façon absurde. Il peut ne pas arriver à un endroit qu'il aurait pu atteindre si une seule fente avait été ouverte. C'est comme si les deux chemins s'annulaient. C'est exactement ça. C'est le principe de superposition. Tant qu'on ne l'observe pas, la particule, elle n'a pas choisi une fente. Elle est dans un état flou. Une combinaison des deux. Oui, elle explore tous les chemins en même temps. Et de là viennent les mystères. Penrose les classe en deux catégories. D'abord, les mystères Z, comme puzzle. Des énigmes, quoi. Des trucs bizarres, mais qui marchent. Voilà. Le meilleur exemple, c'est l'intrication quantique. Deux particules peuvent être liées, et si on mesure une propriété de l'une... On connaît instantanément celle de l'autre, même à des milliards de kilomètres. C'est ça. Penrose dit que c'est un état entre être séparé et être en communication. C'est étrange, mais ça a été vérifié des milliers de fois. Et l'autre catégorie ? Les mystères X, comme paradoxe. Pour Penrose, cela, c'est le signe que la théorie est incomplète, qu'il y a une faille. Le chat de Schrödinger. Le plus célèbre. On met un chat dans une boîte avec un atome qui a une chance sur deux de se désintégrer et de libérer un poison. Et tant qu'on n'ouvre pas la boîte, la théorie quantique dit que l'atome est dans une superposition d'états, désintégré et non désintégré. Donc le chat serait vivant et mort. Mais c'est juste une image, ça ne peut pas être vrai. Un chat ne peut pas être les deux à la fois. C'est précisément le paradoxe, le cœur du problème. C'est ce qu'on appelle le problème de la mesure. L'équation de Schrödinger qui décrit l'évolution, elle est parfaitement déterministe. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Mais au moment où un observateur intervient, que ce soit nous ou un détecteur, tout s'effondre. Les règles changent, la superposition disparaît, le hasard entre en jeu. C'est la fonction d'onde s'effondre. Exactement. Et on trouve le chat, soit mort, soit vivant. Cette transition, elle est complètement artificielle. C'est comme si la physique avait deux modes. Et c'est là que Penrose sort son idée radicale. Oui. Sa solution, c'est la réduction objective, ou OR. Il propose que la superposition ne s'effondre pas parce qu'on la mesure. Elle s'effondre toute seule. Toute seule, spontanément. C'est un processus physique réel. Ça arriverait quand la différence entre les géométries de l'espace-temps des différents états devient trop importante. Oula, j'avoue que là, je suis un peu perdue. On parle de la gravité, la force qui nous colle au sol, et Penrose dit que c'est la clé pour comprendre un chat mort-vivant. Le lien n'est pas évident. C'est pourtant là que réside toute l'audace de l'idée. Il dit qu'un objet, même petit, s'il est dans une superposition de deux endroits différents, il crée en réalité une superposition de deux courbures de l'espace-temps. Deux mini-univers parallèles en quelque sorte. C'est un peu ça. Et selon Penrose, la nature n'aime pas ça. Cette situation est instable, et au bout d'un certain temps, pouf, elle s'effondre d'un même en un seul état. La gravité, la physique du grand, viendrait imposer sa loi et résoudre un paradoxe du petit. Central, c'est que la conscience, et surtout la compréhension, ce n'est pas un processus algorithmique, ce n'est pas un calcul. En d'autres termes, l'intelligence artificielle forte, l'idée qu'un ordinateur pourrait un jour être vraiment conscient, c'est impossible pour lui. C'est exactement ça. Et pour le prouver, il s'appuie sur le théorème de Gödel. Ah oui. En gros, Gödel a montré que pour n'importe quel système de règles mathématiques, il y aura toujours des affirmations vraies que ce système sera incapable de prouver. Donc, si je comprends bien, l'esprit humain n'est pas juste un supercalculateur. Il peut faire un saut intuitif, se placer en dehors du système pour voir qu'un truc est vrai. Ce qu'une machine, par définition, ne pourra jamais faire. Tu as parfaitement saisi, c'est ça son argument massu. La compréhension humaine transcende le calcul. Il donne un exemple génial avec les échecs. Ah oui, l'ordinateur Deep Thought. Voilà, Deep Thought fait face à une position bloquée, une forteresse de pions. N'importe quel joueur humain voit tout de suite que la partie est nulle. Mais l'ordinateur, lui, il ne voit rien, il calcule. Il calcule, et comme il a un petit avantage matériel, ses calculs lui disent qu'il est gagnant. Et il finit par faire un coup stupide. Il sacrifie une pièce pour rien et ça lui fait perdre la partie. Il calculait sans comprendre. L'ordinateur est un supercalculateur, mais il est bête, en somme. C'est l'idée. Et ça pose une question fondamentale.
Si la conscience n'est pas un calcul, quelle est sa base physique? Et là, la boucle est bouclée. Ah, Penrose affirme que le processus physique qui sous-tend la conscience doit être non calculable. Et quel processus physique non calculable a-t-on sous la main? sa fameuse réduction objective. Exactement. D'accord. Donc la conscience serait le produit de cette nouvelle physique. Mais où est-ce que ça pourrait bien se passer dans le bazar qu'est notre cerveau? Penrose a une hypothèse très, très précise. Les microtubules. Les microtubules? Ce sont des structures tubulaires minuscules, le squelette de nos neurones. Il spécule qu'ils pourraient fonctionner comme des câbles à fibres optiques biologiques parfaitement isolés. Ils créeraient de petits sanctuaires dans le cerveau. Oui, pour protéger des processus quantiques ultra fragiles du bruit et de la chaleur, juste assez longtemps pour que cette réduction objective se produise. Et chaque OR, chaque effondrement, ce serait un moment de conscience. Précisément. Un instant de compréhension. Et l'orchestration de milliards de ces événements produirait le flux continu de notre conscience. C'est une tentative de donner une base physique, concrète, à quelque chose d'immatériel. Une seconde. De la physique quantique dans un environnement aussi chaud, humide et bruyant qu'un cerveau, ça me paraît... Invraisemblable. Complètement. D'ailleurs, c'est la critique principale de Hawking, non? Tout à fait. Stephen Hawking, qui se décrit lui-même comme un réductionniste sans complexe, balaye l'idée d'un revers de main. Pour lui, le cerveau est un ordinateur, un point c'est tout. Très complexe, mais un ordinateur. Voilà. Il pense que les effets quantiques de Penrose seraient instantanément détruits par ce qu'on appelle la décohérence, l'agitation thermique du cerveau qui brouillerait tout. Et l'une des autres critiques, Nancy Cartwright, elle pose une question encore plus fondamentale. Pourquoi la physique, elle remet en cause l'idée même que la physique doit tout expliquer? Oui, elle défend une vision de la science comme une mosaïque de lois. Les lois de la biologie sont pas forcément une version compliquée des lois de la physique. Pour elle, chercher une explication physique à la conscience, c'est peut-être une erreur de catégorie dès le départ. Et le troisième critique, Abner Shimoni, il est plus nuancé. Oui, Shimoni est fasciné par l'approche de Penrose. Il est d'accord que le quantique est pertinent, mais il propose une alternative. Inspiré du philosophe Whitehead, il suggère qu'une sorte de proto-mentalité Une forme primordiale de conscience. pourrait être une propriété fondamentale de l'univers, présente à un niveau infime dans toute la matière. Donc la conscience ne serait pas une invention du cerveau, mais une propriété de l'univers que le cerveau ne ferait qu'amplifier. C'est une idée, presque poétique. Et Penrose lui-même, dans sa réponse, il admet que cette idée est très séduisante et qu'elle est proche de sa propre intuition, que la conscience n'est pas une anomalie, mais une partie intégrante du tissu de la réalité. Alors, si on résume l'enquête, on a ces trois grands mystères. L'ordre parfait du Big Bang, le problème de la mesure en quantique et l'énigme de la conscience. Et il nous propose une solution unique, un coupable unique pour les trois. Cette nouvelle physique, Sa proposition, c'est cette réduction objective, où la gravité, cette force du monde macro, vient jouer un rôle fondamental au niveau quantique. Ce processus non calculable expliquerait et la symétrie du temps et le comportement du monde quantique. et ces mêmes événements se produisant dans les microtubules de nos neurones, seraient les atomes de la conscience. C'est ça la grande synthèse qu'il propose. Qu'on y adhère ou qu'on trouve ça complètement fou, sa théorie, elle mérite de replacer la conscience au cœur du cosmos. Ce ne serait plus un simple accident de l'évolution sur une planète perdue. Mais un phénomène potentiellement inscrit dans la structure même de l'espace, du temps, de la réalité. La question qui reste alors, c'est plus seulement qu'est-ce que la conscience, mais plutôt est-ce que l'univers est construit de telle manière qu'il puisse, à travers des structures comme notre cerveau, devenir conscient de lui-même.